Le scan ETF, et on démarre avec une question passionnante. On comprend bien comment sont gérés les fonds classiques OPCVM, quelqu'un qui va faire du stock picking, qui va essayer de faire de la performance, de la surperformance, bref, de l'alpha. Mais pour les ETF, comment ça se passe? On va poser cette question à François Millet. Bonjour François. Bonjour. Alors, est-ce qu'il existe un gérant pour gérer ces ETF ou est-ce que c'est un robot? Oui, bien sûr, il existe un gérant. Un ETF, avant tout, c'est un fonds, comme n'importe quel autre fonds. C'est un fonds qui va gérer en fait l'exposition à un indice avec différentes techniques de réplication de cet indice. Donc sa mission sera de minimiser les erreurs de suivi par rapport à la réplication de cet indice, avec des techniques assez simples, des réplications en panier parfait de l'indice, des réplications par un système d'échantillonnage lorsqu'on ne peut pas acheter tout l'indice ou que ça coûte trop cher, et parfois des réplications à travers l'échange des actifs du fonds contre une performance qui vous est fournie par exemple par une banque qui va vous donner l'indexation parfaite. Donc il existe plusieurs techniques de gestion, mais toujours un gérant à la barre et de nombreuses décisions car l'ETF appartient au monde de la gestion passive, c'est souvent ce qu'on dit, mais il existe en fait des actes de gestion quotidiens dans tous les ETF. Alors on va voir ça, c'est intéressant ce que vous dites parce que autant pour le CAC 40, c'est 40 valeurs, on se dit ça ne doit pas être trop compliqué, mais c'est vrai qu'il y a des indices qui font plusieurs milliers de valeurs. Je pense aux indices américains en particulier. Absolument, il y a des indices obligataires qui font plusieurs milliers de valeurs, il y a des indices actions aussi, comme l'indice par exemple Action Monde, monde entier, comprenant également les émergents, qui va avoir 2500 valeurs, donc une certaine complexité de réplication. On regarde également, vous avez dit des actes de gestion des dividendes, gestion des entrées-sorties dans l'indice. Ça veut dire que le gérant finalement il est actif toute la journée, toute l'année? Oui, alors en fait dans les indices un peu larges, il se passe toujours quelque chose. Effectivement, en théorie, un fonds indiciel qui est pondéré en fonction des capitalisations boursières, s'il ne se passait rien dans l'indice ou dans la vie des entreprises, il n'y aurait rien à faire. On pourrait juste le laisser dériver d'un soir à l'autre. En réalité, il y a ce qu'on appelle les événements sur titre, donc les actions des entreprises et les événements d'indice, donc des entrées, des sorties, des rebalancements d'indices, des repondérations liées à l'évolution de la capitalisation ou du free float pris en compte, des offres publiques, des dividendes dont il faut choisir si on va les investir en cash ou en titre lorsque l'option vous est offerte. Donc en réalité, dans la vie quotidienne d'un ETF, il se passe toujours quelque chose. Et voilà, et du coup on imagine qu'il y a des gérants qui vont gérer plusieurs indices à la fois, Jérémy, parce que sinon il y a des milliers d'indices, des milliers d'ETF également. Vous allez nous rappeler la gamme Lyxor, c'est combien? Alors Lyxor ETF, c'est plus de 200 ETF. Ouais. Sur toutes les classes d'actifs, on va retrouver des ETF. C'est vrai qu'on associe souvent les ETF à la classe d'actifs actions, mais on se rend compte, et justement chez Lyxor, qu'on a une panoplie de possibilités, donc actions géographiques, thématiques, sectorielles, pays, régionales. On a des investissements, des ETF obligataires, d'État, des obligations d'entreprise, on peut jouer l'inflation, des matières premières, on peut faire vraiment énormément de choses. Et effectivement, avec 200, on a une équipe de gestion qui s'attache tous les jours à optimiser la réplication des ETF pour se conforter à la performance de l'indice. On a l'impression quand on regarde les ETF que finalement entre celui qui est de la maison A ou de la maison B, on ne va pas citer de nom, Lyxor contre un autre, est-ce que c'est bonnet blanc, blanc bonnet, puisque finalement tous les gérants vont suivre exactement ou essayer de se conformer, de répliquer le même indice? Quelle va être la différence? Comment ça s'explique? En fait, tous les ETF ne sont pas nés égaux. Alors si on prend l'exemple de l'Eurostoxx 50, il doit y avoir quelque chose comme 23 ETF Eurostoxx 50 dans le monde, dont la majorité bien évidemment en Europe. Et leur performance en termes de rendement, mais aussi en termes d'écart de suivi par rapport à l'indice, est assez différent, ainsi que les écarts entre les cours acheteurs et les cours vendeurs. Et ça, c'est lié à la façon de le gérer. C'est lié à tout un tas de paramètres comme la domiciliation du fonds, comme la fiscalité des dividendes, les retenues à la source sur les dividendes du fonds, et les actions que vont entreprendre au quotidien les gérants pour minimiser cet écart de suivi par rapport à l'indice. Donc on a des différences qui sont parfois substantielles entre deux ETF sur une même indexation. Comment on va choisir justement, Jérémy, son indice là, s'il y en a 23 qui répliquent à peu près le même indice? Est-ce que ça sera au niveau des frais, au niveau de la performance? Comment l'évaluer? Qu'est-ce qu'on peut donner comme piste à ceux qui nous regardent? Alors en fait, il faut tout regarder. Beaucoup d'investisseurs se disent que finalement, on va regarder que les frais de gestion, parce que la particularité des ETF, c'est d'avoir des frais de gestion très faibles, des frais de gestion réduits. Donc on peut se dire que le meilleur ETF, c'est celui qui a les frais de gestion les plus faibles. Sauf que c'est une erreur de faire ça. En fait, il faut regarder plusieurs choses. Il faut regarder évidemment la performance de l'ETF, qui va inclure le niveau de frais de gestion. Plus il y aura de frais de gestion, plus la performance sera mauvaise. Mais il faut également regarder la qualité de la réplication, comment on va répliquer l'ETF. François en a parlé un peu tout à l'heure.
Et enfin, il faut regarder la liquidité de l'ETF. Petit rappel, c'est qu'un ETF se traite comme une action, et donc la liquidité de l'ETF a une vraie importance. Et de ce fait, on va regarder ce qu'on appelle plutôt chez Lyxor l'efficience des ETF pour comparer un ETF par rapport à un autre. Et c'est vrai qu'on a la chance chez Lyxor d'avoir des ETF très efficients. Sur les ETF les plus traités en Europe, on est majoritairement, on a des ETF les plus efficients sur la place. Et voilà, il n'y a pas que les frais de gestion. Un grand mystère peut se poser à l'investisseur particulier, François, c'est le fait de voir des ETF sur pratiquement, on a dit, toutes les classes d'actifs, mais aussi toutes les zones géographiques, la Chine, le Japon, et malgré ça, on peut quand même mettre ces ETF dans son PEA. Comment on peut faire ce mystère? Le PEA, normalement, c'est d'abord la France, après l'Europe, mais on ne va pas au-delà. Comment on réussit à faire un ETF comme ça, Chine ou Japon, éligible au PEA? Oui, alors effectivement, le critère pour être éligible au PEA, c'est de détenir au minimum 75% d'actions européennes à tout moment. Or, on peut rendre éligible au PEA un certain nombre d'indexations étrangères. On le fait depuis très longtemps chez Lyxor, on a été les pionniers en la matière dès 2001. C'est assez simple, au lieu de répliquer l'indice, par exemple actions américaines en panier parfait en détenant les actions américaines, on va détenir un panier d'actions européennes de large capitalisation extrêmement liquide et on va échanger la performance de ce panier d'actions avec une banque, par exemple, une contrepartie, contre la performance parfaite de l'indice, par exemple SP500. Et de la sorte, on respectera les critères de minimum 75% d'actifs investis en actions européennes dans l'actif du fonds lui-même qui est constitué d'actions européennes. Bon, c'est plus clair, donc on peut mettre évidemment des US en portefeuille. Et ça, depuis les années 2000, les investisseurs, les épargnants sont ravis de pouvoir diversifier leur PEA et de ne pas être cantonné à une simple exposition européenne. Aujourd'hui, dans nos PEA, on peut avoir effectivement une exposition S&P 500, marché émergent. On a un ETF qui va jouer des thématiques plus sectorielles comme l'investissement sur l'eau, etc., etc. Donc on peut vraiment avoir une allocation d'actifs dans son PEA. C'est grâce à ces produits. Bon, pas de risque de requalification fiscale. L'administration est parfaitement au courant de ces mécanismes dûment vérifiés. Dernière question, François. On a vu également des ETF qui doublaient la performance d'un indice ou la minimiser, c'est-à-dire l'indice va monter, ça baisse, ou l'inverse. Là aussi, comment on peut faire ce mécanisme? Oui, alors les ETF à effet de levier, qu'ils soient à effet de levier à la hausse ou effet de levier à la baisse, sont en général construits avec une exposition, avec des contrats de futur, donc des contrats à terme sur le CAC 40 par exemple. Donc en gros, le mécanisme est simple. L'investisseur va toucher 2 fois la performance quotidienne du CAC 40 et il va toucher également 2 fois les dividendes et il va payer le financement pour la position supplémentaire, disons, puisqu'il va investir 100 pour être exposé à 200 en réalité. Parce qu'on peut dire schématiquement, finalement, vous faites une enveloppe qui s'appelle, une construction, finalement clé en main que vous livrez à l'investisseur? Oui, absolument. On fait une enveloppe clé en main, donc c'est très simple. Donc cet ETF, par exemple, est géré par un contrat d'échange avec une contrepartie ou une banque qui va vous fournir la performance x2 de l'indice CAC 40, dividendes réinvestis, c'est très important. Ce qui permet, pour une même quantité d'exposition, de payer la moitié de frais de gestion, par exemple. Mais il faut quand même être vigilant à une chose, c'est que l'exposition, elle est à 2 fois le CAC 40 quotidiennement à la hausse comme à la baisse, ce qui sur une durée de détention plus longue ne correspond pas exactement à, bien sûr, 2 fois la performance, puisqu'il y a une réexposition à x2 quotidiennement. Ça, c'est important à garder en tête, bien sûr. Bon, on en sait un petit peu plus justement sur ces ETF à effet de levier, sur ces ETF qui permettent d'investir sur toutes les zones géographiques et en plus dans son PEA. Produit miracle, peut-être pas tout à fait. On va avoir la question qui fâche dans un instant.